Mes chers compatriotes, vous m'avez manqué. Bravo. Bon, merci d'être venus, tous si nombreux, sensibles au sujet de ce soir, comment redresser l'économie de la France. Donc, je suis sûre qu'on va avoir des idées formidables, inspirées par les livres de François de Coincy, ici présent, qui s'appuie sur ma balustrade depuis bientôt 18 mois pour faire connaître ses idées. Voilà, c'est un entrepreneur qui a observé la vie économique sans jamais avoir étudié l'économie. C'est une expérience de terrain, des idées pleines de bon sens, des idées libérales. D'ailleurs, je crois qu'il est, il va en parler, mais il est un peu navré de ne pas retrouver de ces idées libérales chez aucun des candidats actuels au présidentiel. Donc, il faut savoir aussi qu'il trouve Gaspard Koenig pas assez libéral. Donc, il a écrit un article à succès là-dessus. Voilà. Et en fait, donc, cette rencontre s'est faite il y a 18 mois. Et j'ai ensuite trouvé un de mes amis, très compétent en économie, qui a un CV très prestigieux, Alain Sueur, pour s'intéresser à sa pensée et le préfacer. Donc, ça donne ce petit livre. Et puis voilà, donc on avance. Alors c'est un peu compliqué pour moi, j'ai fait Sciences Po, mais j'étais pas bonne en économie. Voilà, mais donc François de Coincy a une très grande idée qui lui tient à cœur, c'est le produit social. Donc il va ce soir nous expliquer de quoi il est question. Donc je précise que nous ne sommes pour aucun candidat, nous parlons juste d'économie de la France dans l'intérêt général. Voilà, et je donne la parole à François de Coincy et à Alain Sueur pour le présenter. Bravo. Nous allons aborder 4 thèmes principaux. Le produit social, vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. L'investissement déductible, alors là c'est plus la comptabilité des entreprises, et vous verrez que ça a un effet immédiat sur les investissements. Et puis on va parler de 2 thèmes plus populaires, plus classiques. La régionalisation d'éducation nationale, qui est un thème libéral, sans en avoir l'air. Et puis en même temps l'écologie, parce qu'actuellement en France, l'écologie est très, préemptée par la gauche, par une sorte d'idéologie d'État un peu jacobine. Et en fait, il peut exister une écologie libérale. Alors avant cela, on voulait, je crois, François, parler du fait qu'il y a absence de débat sur le libéralisme dans la campagne actuelle. D'ailleurs, il n'y a aucun candidat libéral, sauf peut-être un, et encore pas très libéral quand même. Et donc, peut-être que vous vouliez dire un mot là-dessus. Oui, on est un peu désolé de cette campagne. Pas seulement par le fait qu'il n'y a pas l'idée de libéralisme qui est sortie, parce que ça ne nous étonne pas beaucoup. Le libéralisme n'est pas une idée, on va dire, française, qui est inculquée dans les mœurs français. Mais cette campagne a été marquée par peut-être une absence forte d'idées, à part les 6 premiers mois où on a beaucoup parlé d'immigration. Ensuite, on est arrivé à une situation où c'était un peu le désert d'idées. On a eu l'impression que c'était à qui pousser les mesures un petit peu plus loin ou un peu moins loin, mais il n'y avait rien de vraiment intéressant, rien de vraiment nouveau. Moi, j'ai eu l'impression que nous avions Monsieur le maire qui nous disait on va protéger les Français. On a eu Monsieur Darmanin qui nous dit ça va bien se passer. J'ai l'impression qu'on nous traite un peu comme des assistés et que le gouvernement est suivi en cela par presque tous ses candidats ou ses compétiteurs, c'est-à-dire que tout le monde sait à qui je pousserai un peu le curseur de l'assistanat, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Et je pense que c'est pas je pense qu'il faut quand même compter sur les énergies individuelles pour faire avancer un pays et pas uniquement sur l'État. Et je crois que c'est un peu les idées qu'on va sortir au niveau de ce livre. Parce qu'il faut quand même se rappeler, si on ne le sait pas, c'est pas évident, que l'essentiel du libéralisme, c'est la liberté. Et la liberté, c'est pas le contraire de l'égalité, comme certains voudraient nous faire croire, c'est le contraire de la contrainte. Donc vous avez des sociétés libérales qui sont pour les libertés au sens large. Donc ça a été inventé en Angleterre et en France au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est quand même les 2 pays qui ont inventé le libéralisme moderne, bien que déjà chez les Grecs, chez certains penseurs chrétiens, il y avait des prémices. Et puis d'un autre côté, vous avez toutes les sociétés qui sont non libérales,
voire anti-libérales, comme par exemple les États-Unis de Donald Trump, la Turquie de M. Erdogan, évidemment la Chine de Xi Jinping, et puis, tout le monde là sur le bout de la langue, la Russie de M. Poutine, qui sont des sociétés autoritaires, plus ou moins tyranniques, mais qui sont absolument contre la liberté. Alors la liberté, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse de la contrainte. Donc la liberté, ça vient des Lumières, en Angleterre comme en France, c'est-à-dire que c'est le primat de l'individu sur le collectif. En Russie, en Chine, en Turquie, c'est le collectif, l'individu n'existe pas. Et on voit que l'armée russe aujourd'hui sacrifie facilement des vies de jeunes de 18-19 ans, des conscrits russes qui ne sont pas très formés, parce que la vie, ça compte beaucoup moins que dans les pays libéraux, où la vie a un prix parce que chaque être humain est unique. Alors, moi, je voudrais... j'ai une vision un peu plus nuancée ou un peu différente, parce qu'effectivement, si on se compare à toutes les dictatures, nous sommes dans un État libéral au plus haut point. Je pense que nous ne voulons pas nous comparer à ces pays-là, parce qu'on est tous très très loin de pouvoir vivre dans ce genre de pays. Non, nous, ce qu'on part, c'est d'une société où quand même, où actuellement... l'État intervient de plus en plus, ou en tout cas, il intervient suffisamment pour, à notre avis, que les choses ne soient pas ressenties, où on n'a pas un ressenti de liberté. Vous savez, il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, qui est quand même aussi une façon de dire nous vivons sous la contrainte. Il n'y avait pas qu'un problème d'argent, il y avait aussi un problème de contrainte qui était difficile à supporter. Et c'est là où je rejoins complètement Gaspard Koenig quand il a créé son mouvement simple pour essayer de simplifier les choses et moins de contraintes. Je le rejoins complètement dans ses objectifs, mais pas tout à fait dans la méthode de le faire. Bon, mais en tout cas, je pense que dans ses objectifs, je suis évidemment pour le soutenir. Moi, je voudrais dire, parce que sur le plan théorique, que moi, je considère que la liberté, c'est vraiment une absence de contrainte, mais que ce qui a fait du mal à cette notion de libéralisme, c'est le fait que les gens assimilent le libéralisme au laisser-faire. Et il faut bien penser que la liberté, ça n'existe pas s'il n'y a pas des règles. Et toute la difficulté, c'est une règle et c'est une contrainte. Et c'est toute la difficulté du libéralisme, c'est en même temps de créer des règles pour avoir les libertés, mais faire en sorte que les règles ne deviennent pas des contraintes insupportables. C'est ce qu'on appelle les limites. Qu'on appelle les limites. Voilà. Donc, dans l'esprit de ce que je pense, c'est que plutôt que de discuter sur les fondements du libéralisme, ce qui est pas du tout mon objectif c'était plutôt de dire est-ce que à partir d'idées concrètes, d'idées un peu différentes, d'idées en rupture, d'idées dont certaines ont déjà été dites, mais d'autres jamais, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système ou plutôt une société dans laquelle qui serait plus libérale, c'est-à-dire où les décisions ne sont pas prises uniquement d'en haut, où ce n'est pas uniquement l'État qui décide et ensuite nous qui devons exécuter, mais qui laisse une part forte aux initiatives individuelles. Et je crois que la grande force du libéralisme, indépendamment du fait que nous sommes épris de liberté, nous aimons la liberté, mais la grande force, c'est que c'est très efficace. Et on a parlé de la Chine en disant que c'était une dictature, mais quand ils ont créé un espace de liberté économique, on a vu le formidable développement économique que ça a fait. Et très probablement, si la Chine revient en arrière et resserre là-dessus, ça fera du mal à leur propre économie, je pense. Je pense aussi qu'il y aura des contradictions entre le développement de l'économie, donc de l'initiative individuelle, de la réussite personnelle, ou la réussite même collective, et le système politique qui est un carcan idéologique, qui est un carcan de cooptation, dans lequel les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des gens qui participent à l'économie. Donc je pense qu'il y aura un jour une contradiction là, et c'est une fragilité de la Chine. Alors on va peut-être commencer par passer par le produit social, donc qui est un thème un peu compliqué, un peu complexe, non pas à comprendre, mais disons qui n'a jamais été abordé tel quel. On parle beaucoup de revenus, vous savez, de revenus universels, on parle de choses comme ça, et le produit social, c'est un peu différent, c'est une incitation
Je voudrais que vous en disiez quelques mots. Oui, alors moi je suis parti de l'idée du problème du chômage en France. On a un problème structurel de chômage qu'on n'a jamais réussi à régler, malgré et désespéré. On se rappelle, je crois que c'est Lionel Jospin qui disait « on a tout essayé ». Qui montrait que finalement, il avait peut-être tout essayé, mais je crois qu'il n'avait pas tout essayé. Et le chômage, c'est quoi? Le chômage, actuellement, il touche essentiellement les gens qui ont le plus faible niveau de productivité. Le chômage des gens qui ont un haut niveau de productivité, il n'existe presque pas. Il est très marginal. Nous avons une population dont la capacité productive est très faible. Et comme nous avons en même temps un SMIC qui est à un niveau significatif, en tout cas qui est en plus quelque chose de nécessaire, absolument nécessaire dans l'esprit libéral, parce que j'ai oublié de dire une chose qui me paraît aussi très importante, c'est que si la liberté doit être faite, la règle doit favoriser la liberté, cette règle ne peut être imposée que s'il y a une solidarité forte dans un pays. Il est impossible d'imposer une règle sans solidarité. Et le SMIC est une nécessité de solidarité dans un pays, quel qu'il soit. Le problème, c'est que le niveau du SMIC fait qu'il y a tout un tas de gens dont la capacité productive est inférieure à ce niveau-là. Ça veut dire que impossible de les embaucher dans une entreprise. Au moins sur le plan marginal. Il y a sûrement des gens qui sont embauchés quand même pour des raisons locales tout à fait particulières. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que si un chômeur est payé 1500 et qu'il ne rapporte que 800, l'entreprise ne va pas l'embaucher, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des externalisations dans certains domaines, comme le nettoyage, choses comme ça. Parce que comme ça, ce sont les sociétés privées qui payent beaucoup moins. C'est plus dans l'entreprise. Qui payent moins, mais qui ont quand même toujours ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de travaux. Et ces travaux-là, qui sont absolument nécessaires, qu'on va faire de toute façon, quel qu'en soit le prix, même si le SMIC est très élevé, ils sont quand même en nombre limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les chômeurs à nettoyer le... Bon. Donc, si on veut avoir véritablement... et ça a été si on veut régler le problème des chômeurs au niveau des entreprises, parce que effectivement au niveau des administrations on peut embaucher tous les chômeurs qu'on veut, il n'y a pas de problème d'équilibre, puisque l'équilibre budgétaire il y a longtemps qu'on l'a abandonné, mais ça accroît les problèmes généraux du pays, tout le monde en est d'accord. L'important c'est que ce soit les entreprises, je dirais, sur le marché concurrentiel qui embauche des gens. Et il faut que ce soit concurrentiel pour eux. Et donc, l'idée générale, c'est de dire, plutôt qu'il y a actuellement déjà des abaissements de charges sociales, mais ils sont très marginaux, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur du problème. Aujourd'hui, on peut estimer que si on voulait mettre la majorité des chômeurs sur le plan du travail, il faudrait se mettre presque à un coût mondial, peut-être un petit peu au coût mondial de ces gens, c'est-à-dire du côté de 5 à 600 euros par mois. Et 5 à 600 euros par mois, personne ne peut vivre avec ça. C'est le RSA quand même. Pardon ? C'est le RSA, 532 euros par mois. Alors, il y a le RSA qui compense, mais le RSA, ça ne pousse pas au travail. C'est pas ça qui pousse au travail. On a vu l'échec du RSA. L'idée, c'est de faire un processus inverse. Au lieu de faire une allocation aux gens, c'est de faire l'allocation au niveau des entreprises. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on va donner une allocation pour chaque personne travaillant dans un secteur concurrentiel. On va leur donner une allocation qui pourrait être à l'entreprise, qui pourrait être de 1 000 euros par mois, de telle sorte que ça ramène les salaires de ceux qui sont les moins payés, c'est-à-dire ceux au SMIC, à 500. Et à ce moment-là, les entreprises elles vont se retrouver avec une main-d'œuvre relativement bas prix, qui devient concurrentielle. Elles vont se mettre à elles vont pouvoir vendre leurs produits 600, 700 et faire des marges et vendre les produits. Elles vont rapatrier les produits qu'elles faisaient ailleurs parce que ça reviendra moins cher que de les faire à l'extérieur. Et on aura, à ce moment-là, on va avoir un développement nouveau d'activités qui ne sont pas des activités à haute valeur ajoutée, mais qui correspondent aujourd'hui aux besoins des chômeurs actuellement en place. Alors on peut dire oui, il faudra faire il faut développer le travail à haute valeur ajoutée. Mais ça demande 20 ans, c'est un problème d'éducation nationale, ça demande très longtemps. Si on veut faire quelque chose immédiatement pour les chômeurs, il faut tout de suite donner une allocation forte au niveau des entreprises et une allocation qui sera donnée, je dirais, dans mon esprit,
à tous les salariés du secteur concurrentiel, non pas aux salariés proprement dit, mais aux entreprises, de telle sorte que le coût du travail, il serait très abaissé. Donc ce serait une charge sociale, mais négative. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça produit social, parce que c'est la charge sociale négative. C'est la charge. C'est le produit. Voilà. Alors, le coût est évidemment très élevé. Ça représente probablement 150 milliards par an. Peut-être 200, entre 150 et tout dépend où on met les curseurs. Là, c'est un problème de. Mais ce coût, il serait compensé d'une part pour les actuels chômeurs qui reprendraient le travail et par la suppression des allocations chômage, puisqu'ils ne seraient plus chômeurs. Et puis, en ce qui concerne, parce que cette allocation serait versée non pas aux anciens chômeurs, mais à tous les salariés. Et donc, il y aurait une nécessaire refonte du système de cotisation sociale pour rééquilibrer l'ensemble. Mais c'est un transfert à l'intérieur d'un même gâteau. La seule différence, ça sera les chômeurs qui retrouveraient du travail. Pour eux, il faudra allouer à peu près 60-70 milliards si on considère qu'on arriverait à diviser par 2 le chômage, de cette façon-là. Et ce montant serait compensé d'une part effectivement par les aides sociales qui touchent actuellement et qui sont quand même d'un montant presque équivalent, et également par la valeur ajoutée qu'apporteront les chômeurs, puisqu'il y aura ces chômeurs-là, ils vont produire quelque chose et il y aura une valeur ajoutée. Elle ne sera pas énorme. Et alors si on a 10% de chômeurs, il faut penser que si on les met au travail, ça ne fait pas 10% de valeur ajoutée en plus, de PIB en plus. Ça fera seulement 2 ou 3%. Parce que mais l'impact, la contribution sera quand même significative. L'important, c'est le travail, parce que le travail produit de la consommation, produit des impôts, produit des taxes, etc. Donc, si vous voulez, c'est un cercle vertueux. Alors, je vous propose peut-être de passer au deuxième thème. Alors, je vous rappelle que tout est indiqué déjà dans ce livre. C'est un peu compliqué des fois à comprendre, mais c'est bien précisé, bien écrit là-dedans. Et c'est relativement simple à lire. Juste avant de passer, est-ce que ça existe déjà dans notre pays? Non. Bien sûr que non. Même au Japon. J'ai cherché. Les salariés J'ai cherché. Dans les ports, dans les ascenseurs, poussent les gens dans le métro, ils sont financés. Le Japon n'a pas de chômage. Oui, mais peut-être qu'ils sont. Je ne sais pas comment ils sont financés. Je ne connais pas le système du Japon, mais je n'ai pas vu je ne l'ai pas trouvé. Le Japon, c'était le cas il y a 20-25 ans. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus une économie à l'américaine aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tradition un peu familiale, paternaliste, de garder les gens dans l'entreprise quand on le peut. Mais c'est pas toujours facile au Japon. Donc il y a beaucoup de gens qui sont maintenant des gens qui vivent dans la rue, dans les tentes, parce que justement ce sont les nouveaux chômeurs. C'était pas le cas il y a 20 ans, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc maintenant le deuxième thème, c'est... Une question, est-ce que vous êtes influencé par la pensée de Blanqui, par l'idée d'atelier national Par l'idée de Blanqui. De Blanqui, vous savez, le révolutionnaire oui. des années 40, 1840. Oui. Ça fait quand même un peu loin. Parce que l'idée, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est assez paradoxal quand même. Je crois que le nombre change tout, d'où le problème de l'immigration. Les pouvoirs publics doivent tous l'essayer, ils font ce qu'ils peuvent. Mais l'idée quand même de compenser le chômeur, qui participe là d'une pensée très générale, qui est celle qu'on transforme la solidarité en assistance. Donc on paye les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles, etc., directement. Mais passer par nos entreprises, ça c'est vraiment une idée très originale. Et comme on dit dans la campagne actuelle, comment est-ce que vous financez ça? Eh bien, des impôts, j'imagine. Non, pas un transfert de charge. En fait, non, c'est un transfert de charge. Bon, je l'explique un peu plus détaillé. On ne va pas rentrer dans des chiffres là-dedans. Mais l'économie ne peut pas ne pas tenir compte de la finance, quand même, quelque part. Alors là, c'est un débat sur... que vous donnez un grand rôle à l'État, oui, via des entreprises qui deviennent des outils, donc des ateliers nationaux, c'est pour ça que j'emploie d'employer le terme. Je suis très très loin de cette idée. Non, parce que extrêmement loin. Je vais même beaucoup plus loin en disant que ça ne pourrait être attribué qu'à des entreprises du secteur concurrentiel, c'est-à-dire des entreprises qui ne bénéficient pas de subventions publiques. Il y aura de questions parce que celles-là n'ont pas besoin d'avoir de ça. Le vrai besoin, c'est uniquement les entreprises qui sont dans le secteur concurrentiel. Parce que le problème ne vient que de là. S'il n'y a pas de secteur... la concurrence, c'est une vieille idée française aussi. Je vois pas surtout comment... pour égaliser le coût du travail avec les pays voisins, c'est surtout ça. Non, mais je dis simplement, je mets en valeur le paradoxe qu'il y a
Oui. à défendre le libéralisme au travers d'une aide publique à l'entreprise, une aide publique considérable, Oui. laquelle est destinée à remédier à des situations individuelles. C'est quand même un paradoxe. Alors, bien. je ne suis Moi, pas je trouve d'accord, ça je ne suis pas intéressant. là-dessus. C'est pas une aide publique, Ah bon. c'est une assistance sociale, c'est un transfert social. C'est ce que je sais, Ça alors. n'est pas au bénéfice du tout des entreprises. Ce n'est pas au bénéfice des entreprises. L'objectif, c'est que ce soit au bénéfice des gens qui travaillent dans ces entreprises. Oui, c'est ça. Hein, il ne faut pas imaginer que les Par choses sont... l'entreprise. Pardon? Bon, le libéralisme, c'est basé sur la liberté des unités économiques et individuelles sur le plan politique, et économiques dans les entreprises, Oui. les ateliers, les petites, les moyennes, les grosses, bon, etc. On ne va pas modifier la structure de... Non, de il n'est pas l'économie. question de modifier, mais il est Donc, question c'est pour d'avoir ça un que je dis que c'est quand même système... une subvention à la concurrence. À la concurrence, laquelle concurrence? Là, je ne sais pas du tout. Là, vous me dites que c'est réservé au secteur concurrentiel. Oui. Donc ça aide les entreprises à rester concurrentielles, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Non, Sur le ça marché international. aide les entreprises à embaucher des gens qui ne sont pas concurrentiels sur le plan international et qu'on a donc mis dans un ghetto. On les a mis, vous êtes à côté, on vous donne de l'argent pour que vous viviez tous les mois, mais vous êtes à côté du système. Et plutôt que de les mettre à côté du système, on dit vous êtes dans le système, hein, et on fait en sorte de telle sorte que les entreprises puissent effectivement les embaucher. Parce que ne pas vouloir passer par les entreprises, ça consiste à mettre les gens dans le ghetto du chômage. Donc vous supprimez toutes les autres aides aux entreprises. Absolument. Toutes. Bon voilà. Toutes. Oui, pour moi, les aides d'entreprise n'ont aucun sens, y compris le fameux crédit impôt En plus, recherche. il ne peut pas y avoir de Monsieur clientèle. Geoffroy Roux de Bézieux. Que Ce que ne pense pas du tout Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. ouais, monsieur Geoffroy de Prévisier a les idées qu'il veut. Je ne Bon, les bah, connais excusez-moi, pas. Thomas, je veux dire, on va- Alors peut-être le deuxième thème maintenant, l'investissement déductible. Oui, il s'agit donc de l'entreprise. Quand l'entreprise investit des capitaux, immédiatement, il y a un amortissement qui se met en place, qui est déductible fiscalement. Mais ce n'est pas l'ensemble de l'investissement qui est déductible, il sera déductible qu'à terme. Alors que l'investissement, c'est un investissement immédiat. Donc ce que propose François de Poincy, c'est de le faire déductible immédiatement. C'est-à-dire que tant que l'entreprise n'a pas les produits de cet investissement, normalement, elle est à perte. Tandis que là, immédiatement, elle a les produits de cet investissement et elle peut progressivement rembourser cet investissement, mais il est amorti de façon immédiate. C'est bien Juste comme pour ça. renforcer ce qu'a dit François de Poincy, parce que manifestement, vous n'êtes pas au courant, tous les cabinets d'experts comptables en France maintenant reçoivent un CD-ROM avec tous les numéros de sécurité sociale des Français et tous les revenus des Français. La Louisiane, comme toutes les entreprises de France, paye maintenant les impôts de ses salariés, comme toutes les entreprises de France, avec le prélèvement à la source. Donc en fait, le Revenit est déjà en place depuis un an. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, avec 2 lignes d'ordinateur dans le code, absolument jouer sur les revenus de tous les salariés français sur un simple décret. C'est en place, l'informatique fonctionne. Je sors de la banque, j'ai des prélèvements pour chacun de mes salariés qui sont les prélèvements à la source des impôts. Ça permet des économies de fonctionner. C'est déjà en place en fait. Et après on peut rajouter de l'argent ou en retirer. Mais en fait aujourd'hui, ce sujet qui est passé comme lettre à la poste, et je rappelle que c'est François Hollande qui l'a fait passer, il ne faut pas mettre reproche à Macron, fait qu'aujourd'hui, toutes les données de tous les Français sont données à tous les experts comptables de France. Quelqu'un sur un CD-ROM, on peut envoyer n'importe où dans le monde. Peut-être avant ça. Voilà. Il est ministre de l'économie, François Hollande. Voilà. Oui. D'abord, je me présente parce que je suis un peu tâche dans le plaisir. Mais voilà, je suis triple ex-chômeur, bac plus 5, dont un MBA à l'IAE Paris. Je veux juste vous poser une question, c'est que votre théorie, là, que je veux bien discuter un petit peu plus tard, mais vous la placez où sur l'échelle du libéralisme, du néolibéralisme et de l'ultralibéralisme? Oh là là, ça c'est des mots compliqués idéologiques. Ça c'est alors là. Le libéralisme, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est-à-dire, en fait, on part de la base et on part de l'initiative. Moi c'est ça le principal. Je veux pas me placer comme ça. Je dis simplement, un homme, tous ces gens qui sont mis dans le ghetto du chômage par le système du SMIC qui est insuffisant, c'est une bonne règle pour moi, le SMIC, mais c'est une règle qui est mauvaise
qui a une conséquence mauvaise, qui est de marginer les gens dans un ghetto. Et je veux dire simplement, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est dire la règle, il faut la compléter, la règle du SMIC, avec une règle qui permet d'intégrer les gens dans la société active, dans la société productive. Je ne sais pas. Maintenant, si au lieu d'imaginer des théories un petit peu abracadabrantes, vous essayez de trouver des solutions pour créer du travail, ce serait pas mieux? Oui, alors attendez, le travail, il ne manque pas. Alors ça, dire que le travail manque, dans le monde entier, il y a du travail. Oui, si vous êtes pour tous les gens qui cherchent du travail. Non, oui. c'est pas vrai. Alors non, on ne trouvera pas pour tout le monde, mais pour qu'il n'y ait plus que 2% de chômeurs, oui. Du travail, c'est pas le travail qui manque. Dans l'hôtellerie-restauration, il y a du travail. Par contre, les gens ne sont pas assez payés. Ils ne veulent pas venir. Donc en fait, c'est l'équilibre, l'offre et la demande qui se fait pas. Moi, le problème, c'est votre problème et mon problème, c'est la demande. C'est la société de la demande. Donc si vous donnez Moi, du travail aux gens, il y aura de la demande. Et de travailler sur la société, au lieu de travailler sur la société de l'offre et de la demande, qui est en fait une société de l'offre à peu de choses près, je vous propose plutôt de travailler sur une société du besoin. Donc analyser les besoins et construire l'économie autour pour répondre aux besoins. Ça, alors on est très loin de ça. Je crois qu'on est tout à fait en dehors de ça. Ça, c'est une définition d'une économie qui va être planifiée. Donc c'est l'économie collectiviste. Elle est planifiée, elle est collectiviste, elle est très loin des idées libérales. Elle a été essayée dans plein de pays. Pour moi, je n'ai jamais vu où elle a marché. Voilà, c'est pour ça qu'on est très très loin des idées qu'on défend. Voilà, on est hors des idées qu'on défend. Donc passons au deuxième thème, l'investissement déductible. Alors, sur l'investissement déductible, je voudrais expliquer une chose toute simple, c'est que quand un industriel met 1 million dans une machine qui va produire, mettons, pendant 20 ans, il va en avoir, il amortit donc 50 000 euros tous les ans. Mais ce qui lui permet, mettons, de dégager un bénéfice de 20 000 euros cette année-là. Et donc sur ces 20 000 euros, on lui dit, vous avez gagné 20 000, donc vous allez payer de l'impôt là-dessus. Etc. Bon, sauf qu'il y a une question qui se pose. L'industriel, il a gagné 20 000 une année. Rien ne dit que demain, il va gagner de l'argent. C'est-à-dire que l'État commence à prendre de l'argent sur quelque chose alors qu'il a investi 1 million. Pour l'instant, il a récupéré 20 000, mais il est très loin d'avoir récupéré sa mise. Le problème, c'est que l'État, il commence à lui prélever de l'argent alors qu'il n'a en réalité rien gagné. C'est une pure fiction comptable, cette histoire d'amortissement. C'est le cas d'EDF. Prenons le cas d'EDF, qui distribue des dividendes, qui gagne de l'argent et qui est en faillite. C'est ça le système comptable. On a amorti sur très longtemps, on a amorti et en réalité on regarde et on distribue de l'argent alors qu'on n'a toujours rien gagné. Et c'est ça le système. Et donc je dis, il y a un mauvais système à la base et je dis, il serait beaucoup plus extrêmement dynamique de dire les investissements doivent être totalement déductibles dès la première année. On les déduit. À long terme, c'est sûr que ça sera la même chose. À long terme, au bout de 10 ans, compte tenu, etc., ça reviendra strictement au même. Mais à court terme, les entrepreneurs vont être tentés d'investir. Ils trouveront plus facilement un financement parce que le rendement va être... le risque, il va durer, au lieu de durer 10 ans, il va durer que 7 ans ou 6 ans, etc., parce que ça ne sera plus remboursé. Et donc, je dis, la dynamique la plus forte aujourd'hui pour pousser les gens à investir, pour pousser les entrepreneurs à investir, c'est que ce soit immédiatement déductible. Et il ne faut pas oublier que l'impact que ça a sur le travail, puisque vous parliez du travail et de donner du travail, il faut penser que la seule chose qui donne du travail, c'est l'investissement. Parce que quand on fait l'investissement, on est obligé de travailler, on ne touche rien, on n'a aucun revenu. Mais c'est ça qui donne du travail. C'est le premier pas qu'on fait, c'est là où il y a le travail. Et donc, je dis que ça serait à la fois intéressant, à la fois pour dynamiser l'investissement, pour attirer les entreprises en France, parce que si les entreprises voient qu'en France, on peut rembourser un investissement en 7 ans au lieu d'en 10 ans, parce que l'État ne vous en prélève pas tout de suite, les entreprises, tout le monde va pousser à faire en sorte qu'il y ait un investissement, et ça aurait un effet dynamique, à la fois sur l'économie, plutôt à la fois sur l'emploi et donc sur l'économie. Je crains que vous n'ayez
construit votre théorie sur une économie du passé et pas sur la situation actuelle du monde tel qu'il est? C'est une histoire de comptabilité, c'est pas une histoire de révolution. En l'occurrence, c'est le cas en Angleterre. L'Angleterre favorise énormément les premières années des entreprises et favorise les startups. C'est un secteur que je connais très bien, puisque les investisseurs des startups peuvent récupérer jusqu'à 80% de leur investissement si la startup meurt dans les trois premières années, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, effectivement, c'est un autre sujet. C'est Mais pas tout si- à fait le même sujet. Parce que, pas tout à fait. mais effectivement, ça va dans ce même sens. C'est pour pousser les gens à prendre des risques, en fait, là. Et je crois que Là, c'est pas tout à fait la même Sur, idée. L'idée, c'est de pousser les gens à faire des investissements. C'est pas nécessairement la même chose. sur les logiciels, d'ailleurs, c'est le cas, on amortit immédiatement. Sur les logiciels, en fait. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on admette qu'on le fasse pour des logiciels et qu'on n'admette pas quand on achète une machine pour fabriquer quelque chose. On dit, ah oui, pour les logiciels, on achète 1 million à un logiciel, ah ben oui, on peut l'amortir tout de suite. Mais on achète 1 million une machine-outil, ah ben non, là on peut pas. Travail manuel, non. Vous n'avez pas le droit de l'amortir. Et si vous faites un investissement sur une machine, pour pouvoir l'amortir, et l'amortir avec une certaine certitude, il faut bien avoir une capacité à voir sur l'avenir. Oui. On est bien d'accord? Et ça, c'est les calculs sur Et l'investissement. Oui. Et C'est quel le est le flux. meilleur, la meilleure, est-ce que c'est pas la meilleure option, justement, pour que les entreprises, je ne suis pas contre l'entreprise, loin de là, puissent investir sur l'avenir, que d'avoir un État qui, justement, planifie un accompagnement de l'économie sur la durée. Mais Aujourd'hui, on est dans un système économique où, à peu de choses près, on espère pouvoir faire fonctionner ça sur un marché libre et non faussé. autrement dit, vous Ok. pensez qu'un fonctionnaire de l'ENA est plus compétent qu'un chef d'entreprise pour prévoir l'avenir? J'ai pas dit ça du tout. Ah bah si, c'est le cas. Non, Parce c'est que pas vrai. si l'État C'est pas ce que j'ai intervient... dit, vous. Là aussi, c'est Bon. idéologique. C'est pas ça que je dis. non. La même machine Je crois qu'on sort du- ça allait moins cher et le head office Attends, français. attends. Après, si on commence à parler d'harmonisation, c'est encore un autre sujet. L'Europe, Non, mais l'Europe de la Roumanie, c'est pas l'Europe de l'Allemagne, je suis désolé. Le produit Roumanie arrivera en France et concurrencera l'usine française. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé de 20% de taux d'industrialisation à 8%. D'accord. L'Europe est un très beau projet, mais au niveau économique, l'Europe exactement toute la même partout, alors que les économies ne sont pas les mêmes, il y a un problème. C'est pas la même partout, parce qu'il y a des subventions. C'est- Je peux poser la question autrement. Oui. Vous n'êtes pas un petit peu loin, parce que, après tout, vouloir soutenir l'investissement, donc la prise de risque, en fonction d'un échéancier de profit futur, je ne sais pas de quoi d'ailleurs votre investissement serait déductible si on le fait immédiatement, pourquoi le sortir du cycle de la vie d'entreprise? C'est ça qu'on doit Il n'est prévoir. pas question qu'il sorte. Ah, si, moi, Pour répondre à votre question, voilà. Vous faites déduire immédiatement. Non, je vais vous expliquer. L'amortissement est destiné à favoriser la vie de l'entreprise. Bon, je m'explique techniquement à votre question. Ouais. Puisque c'est déductible immédiatement, c'est évidemment déductible en fonction des résultats dégagés par l'entreprise, Voilà. pas au-delà. Et donc l'amortissement. supprimer le risque. Alors, et donc Notion comme ça ne une supprime pas Première ça ne supprime pas le risque. C'est le première année, vous dites tout. Et donc, on déduit, ça diminue le risque là-dessus, mais l'amortissement, il existe quand même, mais l'amortissement, il va être non pas forfaitaire, calculé arbitrairement, en disant c'est 20% ou 10%, etc. Il va être fonction du résultat de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise ne va pas dégager de résultat tant qu'elle n'a pas amorti tant qu'elle n'a pas amorti son investissement. Et donc... Oui, ça c'est le système actuel. Pardon ? C'est le système actuel. C'est ça que sert l'amortissement, effectivement. C'est sa C'est fonction. La fonction de l'amortissement, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais expressément d'EDF, EDF qui amortit, elle dégage des résultats et elle distribue des dividendes. Hein, mais en réalité, elle n'a pas d'argent. Hein, elle est en faillite. Et voilà. Un peu différent. Ah bah, c'est la limite du système. Bah, regarde, bon, on va pas. Bon, ma question se contentait à vous demander si vous n'allez pas un peu vite, un peu loin, c'est tout. Pas parce que je suis attaché aux règles comptables, parce qu'elles ont un sens. Et Et ben, que supprimer totalement le sens de l'amortissement dans la gestion du cycle de vie d'entreprise, c'est ça va un peu loin. Quoi. Eh ben, oui, moi, ce que je dis, parce que l'idée de fond vous me permet
ça le souligne bien, c'est qu'on ne supprime pas la notion d'amortissement. On dit l'amortissement, il n'est pas théorique, c'est-à-dire calculer 10%, on met un chiffre théorique, mais il est fonction de la marge réelle dégagée par l'entreprise. Ouais. Et dont on exonère le chef d'entreprise. Pourquoi Car on en quand il exonère? calcule la rentabilité d'investissement, évidemment, et qu'il prend son risque par conséquent, effectivement, il va tout faire pour gérer son entreprise, pour dégager des profits, en dépit de l'avantage gigantesque que vous lui donnez dès la première année. En fait, c'est un avantage de la première année, mais ça revient. Dès la deuxième année, donc il y a un Ça- problème aussi. Je ne comprends pas. Oui. Si votre investissement, vous le faites à l'année 1, si Oui. vous l'amortissez intégralement à l'année 1, C'est que vous avez des profits énormes. Hein. Ah oui. vous voulez... Bon, c'est ça. eh ben, vous l'amortissez. Pourquoi on amortit sur la durée et selon des durées différentes, selon le type d'investissement, et on n'amortit pas tout en 3 ans, ou tout en 5 ans, ou tout en 10 ans, Bon. on est bien d'accord. On l'amortit en fonction du type d'investissement. C'est exactement ce que je remets en question. Et ben moi, c'est Je- exactement ce que j'essaie de vous dire, c'est que Mais ça a je aussi le son connais. avantage. Je Ça le a co- aussi son avantage, c'est que quelque part, ça permet aussi à l'entrepreneur de se projeter sur l'avenir et d'autant plus de se projeter sur l'avenir qu'il a des carnets de commandes qui sont plutôt remplis. Oui, Ça, c'est le non, principe non. de l'investissement. C'est pas Mais le principe de je l'investissement. crois que là, enfin, en tout cas, je crois ça peut faire un débat très très long, mais je crois que là, on a bien compris quelle était la clé de ce que je veux dire, de l'idée que je ressors, qui est de ne pas calculer l'amortissement en fonction d'horaires arbitraires, mais en fonction des résultats dégagés par les activités. Et c'est ça l'idée que j'apporte. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand j'étais à l'école de commerce, la chose qui passait le plus difficilement quand on étudiait la comptabilité, c'était la notion d'amortissement. Parce qu'on vous passait des choses très très logiques, la comptabilité était une logique absolue, et tout d'un coup on vous balançait un truc arbitraire, bon, puis au bout d'un moment on l'acceptait, puis on l'avalait, etc. Mais la première réaction, elle est toujours de se dire, mais pourquoi on fait quelque chose d'arbitraire dans une science qui est aussi logique que cette comptabilité? Et Et comment pour ça- le fiscal. la réponse, Oui, elle est c'est simple. vrai. La première raison, c'est que l'administration fiscale fait des contrôles sur toutes les entreprises. Le niveau des contrôleurs n'est pas si élevé que vous le croyez. C'est vrai. Et le niveau des contrôleurs n'est pas si élevé que ça. Et donc, la division des amortissements, qui est le premier poste de contrôle fiscal en France. La première chose que fait un contrôleur fiscal, c'est de regarder vos amortissements. La première source de redressement en France, et c'est ce qui est le plus facile pour un contrôleur, j'en ai eu 4 des contrôles fiscaux, je connais par cœur le sujet, c'est de dire, vous avez mis 20 ans, 10 ans, c'était 20. Ouais. Vous avez mis 6 ans, c'était 10. En 3 minutes, le gars part avec un chèque. Il revient en disant à son chef, je ramène tant. J'ai pas gardé mon C'est un temps. peu comme la police. C'est quelques minutes. En quelques minutes, voilà. Aujourd'hui encore, les grilles d'amortissement dont parlait François ont 20 ans de retard sur la réalité. On peut en parler notamment sur les PC, les téléphones, etc. Les logiciels d'ailleurs. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'un logiciel, il a au bout d'1 an ou 2 ans, il est obsolète. Un téléphone, un smartphone, au bout de 2 ans, c'est pareil. Les PC, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est encore 10 ans. Hein. Personne. C'est encore 10 ans. Vous achetez Windows, c'est 10 ans. Et donc, la première raison, c'est pour que le contrôleur qui vienne puisse faire son contrôle facilement. Oui, mais enfin, bon. Le jour, la réponse à ces problèmes, ça serait que l'État progresse en intelligence artificielle, progresse avec les logiciels, pour appliquer des équations beaucoup plus complexes, avec des variables fonction de la marge brute et de la durée, ce que bien sûr nous ferait rentrer dans une boîte noire informatique. C'est bien ce qu'on a fait avec tous les lycéens et tous les collégiens avec Parcoursup. D'accord, 300 000 collégiens à Paris. Je suis pas sûr que ce soit un exemple dans Non, mais lequel c'est je pour vais ça, vous c'est suivre pour ça, très c'est pour longtemps. ça, c'est pour ça. On n'a Tu pas vas de avoir problème pour beaucoup mettre- de mal à... Tous les terminales de France rentrent dans une boîte magique où ils Voilà. ressortent et on leur dit tu vas là, tu vas là, tu vas là et c'est comme ça. Ouais. Merci d'avoir pris cette transition parce que nous allons passer à l'éducation nationale et c'est justement le thème parce que là l'heure avance donc il faut qu'on aille un Il n'y peu a pas plus de vite. souci, allez. Alors, J'aurais aussi des choses à dire. Absolument. Alors, Beaucoup de choses à dire. bon, une idée que je développe, c'est de dire aujourd'hui, bon, tout le monde connaît l'état de notre éducation nationale, en tout cas tout le monde s'en plaint, et tout le monde a essayé de la réformer depuis très longtemps, sans apparemment beaucoup de succès, et probablement, vous vous rappelez que c'était Allègre, je crois, qui avait parlé du mammouth, en disant c'est impossible de le faire bouger.
Et je crois que l'idée libérale, ça serait de dire, eh ben, finalement... Laisser fleurir, laisser en fleurs, comme sous Mao. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas transformer, supprimer, peut-être pas supprimer, mais voilà, les missions du ministère de l'Éducation nationale, il faut les donner à chaque région, et que chaque région s'en empare et décide elle-même la façon dont elle va faire l'éducation dans sa région. C'est-à-dire, actuellement, nous avons des régions qui n'ont strictement aucun pouvoir. Elles ne servent à rien. Je ne sais pas, quasiment strictement à rien. Sinon, oui, mais enfin, à mon avis, les fonctionnaires de l'État feraient ça beaucoup mieux, beaucoup moins cher, etc., que ne le font les régions. Hein? Et donc, elles ne font rien. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun pouvoir. Hein? Tout est décidé par l'État. Si on leur donne le pouvoir... Et les moyens? Les moyens, mais les mêmes moyens qu'il y a actuellement. On divise par le nombre d'élèves et chaque région touche la même somme par élève. Enfin bon, ça c'est un peu une cuisine à faire. Ce qui est important, c'est qu'elle décide de tout. Du programme, du recrutement des gens, de la manière dont ça va être géré. Ce sont des politiques, ils sont élus, ils ont des électeurs. Ils ont autant de capacités de responsabilité que nos nationaux. Hein. Certaines régions sont aussi grosses que des pays qui se débrouillent très bien avec leur éducation nationale. Et donc, ça permettrait de faire Il y a des régions qui prendraient les choses en main, qui feraient des choses très bien, d'autres moins bien. Celles qui font moins bien copieraient peut-être celles qui font mieux, qui arrivaient mieux. Ça crée une ouverture, une capacité de faire émerger des choses nouvelles. En disant, plutôt que de faire un truc complètement figé, qui est figé depuis des années, qu'on n'arrive plus à faire bouger, pourquoi ne pas déléguer aux régions de leur donner un vrai pouvoir politique? Et ça permettrait, ça c'est une idée libérale, dans le sens où ça donne finalement à des gens, où tout ne vient pas d'en haut, où il y a des gens qui sont des responsables, hein, les politiques qui sont nommés, qui seraient capables d'organiser, comme ils le veulent, l'éducation dans leur région. Je pense que ça ferait beaucoup d'émulation. Comment vous faites avec les frontières? Pardon? Je crois que les Corses sont d'accord. Comment vous faites avec les frontières? Quelles frontières? Les frontières, c'est l'eau. Mais quelles frontières? Pourquoi des frontières? J'habite à la limite de l'Eure-et-Loire, on est à 50 mètres et je suis dans le Zizine. Oui, alors, mais vous n'êtes pas... L'école, elle est soit à droite, soit d'un côté, soit de l'autre. Elle n'est peut-être pas gérée de la même façon. Elle n'est pas gérée de la même façon. Elle n'est pas nécessairement gérée de la même C'est déjà façon. ce que font les Länder allemands, si je me trompe pas. Pardon? Les Länder allemands font déjà ça. Oui, les Länder allemands font ça. Est-ce que vous avez conscience du fait que l'éducation nationale n'est pas dirigée par le ministère, mais par les syndicats? Pardon? L'éducation nationale, les décisions sur les programmes sont décidées par les syndicats. Eh ben, je pense que ça se passera exactement de la même façon que dans... Vous savez, les problèmes locaux sont plus faciles souvent à résoudre que les problèmes au niveau national. Moi, je veux réagir. J'ai été dans l'enseignement. J'ai connu des élèves qui étaient des vrais cerveaux, qui avaient des potentiels. Je peux vous dire que j'ai vu ces potentiels-là s'en aller. Et vous savez où ils sont partis? Ils sont partis à l'étranger. Parce qu'en France, on ne leur ouvre aucune porte réelle. Il faut retomber là-dessus. Moi, en ce moment, j'ai un jeune, un type absolument incroyable, qui est à la direction de 3 boîtes américaines. Vous savez pourquoi il n'est pas resté en France? Parce qu'en France, il n'y a rien. Parce qu'en France, on ne vous aide pas. Parce qu'en France, vous êtes jeune, vous n'avez pas des parents richissimes, vous essayez de frapper aux portes, on vous les ouvre pas. Non, ça, c'est pas l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui est derrière aussi. Mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est le financement des L'éducation startups. nationale qui a éduqué cette Voilà, personne-là. c'est ça. Et si elle est partie ailleurs, c'est qu'elle n'avait pas les moyens. Exactement, c'est ça que je veux dire, c'est que si on n'ouvre pas les portes, si on ne les aide pas, ils ne sont pas issus de riches familles. On fait quoi? Et moi, je ne suis pas syndicaliste, hein, je vous dis tout de suite, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis la présidente de SOS Viol Enfance, vous voyez, je défends la scène. Donc, rien à voir. Mais c'est pour vous dire. Est-ce que c'est... J'allais vous dire, il n'y a pas que ça, parce que je vais vous ramener quelque chose. Moi, je connais des tas d'enfants qui ont été massacrés par l'inceste et par la pédocriminalité. Ça, c'est pas l'éducation nationale. Comment sont-ils aidés? Par personne. Je vous dis par personne. Bon, ouais, Je ne dérive pas. Excusez-moi, vous ne connaissez certainement pas ce sujet-là. Bon, mais est-ce que... moi, je dis simplement qu'il faut faire attention. On a des gens qui sont des pépinières. J'entends ce que vous dites. Voilà. Ça n'est en rien contradictoire avec ce que je dis.
Le sujet, peu importe que les gens, si les choses sont réglées au niveau national ou si elles sont réglées au niveau local, je pense qu'il est plus facile quand on est proche, quand les choses sont réglées au niveau local, d'apporter des solutions que quand on est au niveau national et qu'on apporte une solution. C'est très difficile d'apporter des solutions appropriées. National ou international, qu'importe du moment qu'on leur donne la possibilité d'aller devant. Oui. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Regardez l'invasion de nos jeunes cerveaux. Ils ne restent pas en France, hein. La plupart. Regardez les sondages. Je les ai regardés juste avant de venir. C'est catastrophique. Des gens qui ont envie d'aller plus loin, d'apporter quelque chose, de créer, etc. À qui on apporte quoi? Dans une société libérale, justement, ce serait possible. On leur parle du SMIC. Aux États-Unis, société libérale, c'est possible. Je pense qu'il faut, à partir du moment où vous avez une pluralité de solutions qui se proposent, c'est plus facile à chacun de trouver une voie s'il y a plusieurs systèmes possibles que s'il n'y en a qu'un seul. Et c'est ça la force, je dirais, des choses qui sont plus éclatées, hein. La faiblesse, c'est qu'effectivement, quand vous avez un système unique, il y a une force de frappe très importante. Mais il n'y a pas beaucoup d'imagination, il n'y a pas beaucoup de choses appropriées, et il y a beaucoup de déchets derrière. Et donc, je pense qu'en éclatant les responsabilités, on va trouver des gens qui ont des idées, des gens qui vont apporter à des écoles d'autres démarches. Il y en a qui ne marcheront pas, hein, il y en a qui marcheront, etc. Et ça va apporter, je dirais, un bien collectif. C'est... Pour vos projets, que ce soit le premier ou le deuxième, il y a un moment, il faut mettre de l'argent sur la table. On a un pays qui est endetté à, alors je crois qu'on a reculé de 2%, mais on est à 112% du PIB. Oh, oui, j'aime pas beaucoup que quand... Alors, je fais tout de suite une intervention. Je pense que vous faites une erreur en disant qu'on a reculé de 2%. Parce qu'on recule peut-être en pourcentage, mais on augmente en valeur. Bon, bref, alors... on est quand même très endetté. Ça veut dire qu'on a endetté les générations futures, celles dont on vient de parler d'ailleurs. Oui. Est-ce que... alors on a une inflation qui monte, hein. On en parle tous les matins, midi et soir. L'huile de colza, les frites, ça va coûter plus cher. Tout va, l'essence bien sûr, le gaz. Est-ce que cette inflation qui se produit pour diverses raisons, reprise de la croissance, gaz russe, va permettre à l'État français, qui a beaucoup dépensé d'argent magique, de justement en profiter, qu'il a emprunté à 0,01% pour le mettre au congélo, et en disant c'est pas grave, dans 50 ans cette dette vaudra 0%, puisque avec 2 ou 3% d'inflation résiduelle, l'argent fond tout seul dans le congélateur, et un jour on ouvrira, il n'y aura plus de dette. En gros c'est ça le principe de l'argent magique, pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que grâce à cette inflation, on va pouvoir continuer à s'endetter avec des taux d'intérêt très bas et une inflation à plus 2, plus 3, plus 4 du taux de la... Les Allemands sont à 7%. Oui, quelle est votre question là? J'ai pas compris. Ma question, c'est est-ce que ça va permettre de financer, par exemple, de financer quoi? le premier projet de subvention des emplois en entreprise? Alors, attendez. Pour moi, le projet de subvention des produits sociaux, je pense qu'il n'y a pas de... 150 milliards d'euros, c'est... Voilà. Il n'y a pas de problème de financement de ce produit social-là. Ça se paye lui-même. Pour moi, ça, c'est clair. C'est truc. Et je veux théorique, hein. Je veux dire un mot. Bon, alors peut-être que autant l'investissement déductible dont je parle, effectivement, il a un coût immédiat. Hein. À terme, c'est pareil, c'est ISO, ça fait la même chose, mais à court terme, effectivement, il y a un coût. Ça, c'est vrai. Un coût pour l'État. Et il y a un coût, mais pour l'État, ça, c'est réel. Il est de l'ordre d'une trentaine de milliards. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, du tout d'accord, c'est quand vous parlez de l'inflation et que vous dites que le truc, elle va disparaître, etc. D'abord, il y a deux choses qu'il faut mélanger. J'en profite pour faire un petit mot sur un chapitre là qu'on ne voulait pas aborder tout de suite, mais qui me paraît important, qui est celui qui est le système monétaire libre. Mais je vais parler là, en ce qui concerne l'inflation, je pense qu'on mélange toujours deux choses. On mélange une chose qui est la dépréciation de la valeur de la monnaie et l'augmentation du prix des choses. Il y a une énorme différence entre le fait que la monnaie se dévalorise parce qu'on en met trop et pour financer du déficit, hein, et il y a une énorme différence à voir le fait que
l'inflation augmente parce que le pétrole est plus cher, parce qu'il y en a moins, par exemple, ou peu importe les raisons, etc. Dans un cas, l'américain, l'inflation est une inflation qui représente une variation réelle de la valeur des choses. Hein. Dans l'autre cas, c'est effectivement c'est une dépréciation de la valeur de la monnaie parce qu'elle est mal gérée. Hein. Et aujourd'hui, on a les deux. Pardon ? Aujourd'hui, on a les deux. Et on a les deux. On a les deux phénomènes. L'expansion monétaire due aux crises. Sauf que les conventions collectives prévoient qu'en cas d'inflation, dans beaucoup de conventions collectives, les salaires sont mécaniquement montés. Oui, ça c'est peu importe. Hein, ça ne change pas le problème de l'inflation et de la réalité de l'inflation. Et je dis important aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le rôle néfaste de la BCE qui a financé tous les défis, qui finance les déficits de la France. Qui finance directement le déficit de la France, c'est ça qui crée aujourd'hui l'inflation d'origine monétaire. En fait, c'est pas tout à fait direct, c'est intermédié par les banques et les marchés financiers. C'est-à-dire qu'en fait, elle rachète la dette des États et elle le met dans son bilan. C'est-à-dire qu'elle ne l'annule pas, elle le garde dans son bilan. Et à un moment, elle va, enfin c'est la théorie, elle va normalement les remettre sur le marché. C'est pour éviter de subventionner l'emploi. Voilà. Oui, enfin bon, là c'est éviter de subventionner. Non, c'est pour éviter de subventionner directement le déficit budgétaire de la France. Ça évite le clientélisme en partie, parce que c'est au niveau européen et pas au niveau de chaque nation. Bon. C'est un peu tordre les statuts de la BCE quand même. Les Allemands n'ont pas toujours été d'accord. Si elle le remet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et que cet argent vaut moins cher, l'emprunt... L'argent vaudra pas moins, il vaudra moins cher relativement, mais comme on continue à faire des déficits et comme dit monsieur, l'inflation elle continue parce que les salaires augmentent, etc., les coûts de l'État augmentent, donc tout ça, ça va pas diminuer la dette va continuer à croître. Et donc si la vieille dette représente moins, la nouvelle elle représente plus. Il faut pas oublier que tout le monde raisonne sur la dette comme si c'était un montant immuable. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui roule. La dette, c'est 400 milliards qu'il faut trouver tous les ans. On la rembourse avec une autre dette. C'est le coût de la dette qui change. Non, le coût de la dette, il y a le taux, il y a l'inflation, mais il est marginal par rapport au remboursement. Il faut penser que nous avons une dette qui est pénible parce qu'elle est à courte durée. Les Japonais qui ont une dette beaucoup plus forte que la nôtre, ils remboursent beaucoup moins tous les ans, parce que c'est une dette à 50 ans de durée moyenne. Nous, on a une dette à 7-8 ans. Donc, elle est très, très lourde. Parce qu'il y a des emprunts à 30 ans en France. Oui, enfin, en moyenne, parce qu'il y a des courts termes, il y a un peu tout. Et donc, ça veut dire que nous ce phénomène de dette dans lequel on l'a, c'est un phénomène qui est dur, qui est difficile, et qui va être le challenge numéro 1 du nouveau président, quel qu'il soit. La présidente. Je voulais juste poser une question, en tout cas apporter un constat. Vous vous définissez comme effectivement des libéraux, mais moi ce qui m'amuse, donc en quelque sorte, le contraire des libéraux, ce sont les étatistes, d'accord, qui croient uniquement à la puissance de l'État. Moi je crois qu'aujourd'hui on est gouverné par une société, un gouvernant extrêmement étatiste. Oui, je ne vois pas du tout libéral. Je suis d'accord. Et donc effectivement je partage votre libéralisme économique. Et ce qui m'amuse par contre, c'est que pour moi la subvention, c'est une forme d'étatisation. Et je suis au contraire plus proche de candidats qui, puisque vous avez posé 3 constats. Constat, comment on résout le chômage? Vous avez raison, vous avez une alternative. Deuxièmement, comment faire pour que l'investissement des entreprises soit moins lourd à porter fiscalement? Et troisièmement, comment résoudre le problème du niveau abyssal de l'éducation nationale? Je crois qu'il y a des solutions, il y a d'autres solutions proposées par des candidats qui, je dirais, se définissent plutôt comme des libéraux ou des néolibéraux. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Absence de charges sociales et patronales sur les salaires. Parce que quand vous écoutez les entreprises, ce qui les empêche d'embaucher, c'est la suradministration, c'est le coût du travail. C'est le coût Donc du travail. en supprimant les charges sociales et patronales, en réduisant le différentiel entre charges brutes et charges nettes, revenu net et revenu brut, vous apportez un souffle d'air aux entreprises. Je réponds sur les prochaines. Sur l'investissement, si vous interrogez les entreprises, ce qu'elles vous disent, c'est surtout l'impôt de production, le C3S qui est lourd pour elles à porter, et c'est ça ce qu'elles voudraient qu'on supprime. Et ensuite, sur le troisième point sur l'éducation, alors moi je suis totalement opposée à la régionalisation sur le modèle des Länder allemands. Je trouve au contraire qu'il faudrait... je suis très attachée, je pense comme beaucoup d'entre nous, à l'égalité.
Donc égalité des savoirs, égalité des compétences, égalité des diplômes. Et moi, je trouve formidable. Ça laisse combien de gens sur le carreau? Eh ben, non, mais ce qu'il faut... Il y a 7% Mais- qui ne savent pas Mais lire. non, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être remettre en cause le collège unique, ou en tout cas le lycée Probablement unique. le collège unique. Ce que je veux dire, c'est que le totem langue, c'est-à-dire bac pour tous, c'est complètement ridicule. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des élèves qui sortent du collège, qui n'ont pas le brevet du collège, on les fait rentrer, qui savent à peine lire et écrire, qui ont une orthographe absolument minable, une syntaxe minable. Même les candidats, d'ailleurs. Voilà, on l'a exactement. remarqué. Et qu'on fait rentrer au lycée général. Ces gens-là devraient rentrer directement au lycée professionnel, au lycée technologique, parce que moi je crois, certainement comme vous, que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Donc au lieu d'axer sur la régionalisation, eh bien au contraire, faisons remonter la qualité de nos diplômes, remettons le bac, qui est d'ailleurs le premier degré universitaire, mais à travers plutôt une sélection plus accrue à la sortie On va pas. à la sortie du collège. Le thème du débat n'est pas tout à fait l'éducation nationale en tant que telle. C'est le thème de l'idée, c'est la structure politique dans laquelle on est. Bien sûr. Hein, et c'est le choix entre un régime, et on a essayé depuis longtemps les réformes de l'éducation nationale, elles existent depuis 60 ans. Hein, et on est toujours dans le même système, et chaque fois on propose ce que vous dites là, on l'a déjà proposé il y a 40 ans. Moi je m'en rappelle encore. Et donc tout ça, ça n'a pas changé. La seule chose que je dis, c'est la régionalisation, c'est une vision différente de l'État. C'est une vision d'un État plus proche où les gens peuvent faire des choses d'une manière un peu plus proche que le fait d'avoir quelqu'un qui va décider de tout. Alors vous choisissez... Bon, je veux dire... Égalité de fraternité, égalité des diplômes, égalité des compétences. Oui, et égalité de tout le monde. Oui, tout le monde est égal, mais il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, tout le monde n'est pas égal. La réalité, c'est que... Non, je veux dire que le cahier des charges des diplômes peut être le même au niveau national. C'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire que ce soit le même bac pour tout le monde. Ça, le même Par bac contre, que pour chaque région puisse organiser ses formations de façon différente en fonction de son public. Les gens qui sont à Marseille, par exemple, il y a beaucoup d'immigration, donc des gens qui parlent toujours très bien le français, qui ont des problèmes familiaux, etc. Ne sont pas les mêmes que des gens qui sont en Bretagne, par exemple, qui sont d'un niveau quand même plus différent. Donc il faut adapter l'éducation. On dit un petit mot sur François, l'écologie. au lieu de faire ce système que vous avez proposé, le RSA, on dit 600 €, le SMIC, on dit 500. Si l'État envoyait 900 € brutalement sur les comptes en banque de tous les Français, au lieu de passer par l'entreprise. Oui. Je schématise un peu. C'est ce que propose Gaspard Koenig, c'est le revenu universel. Contre subvention l'entreprise. Voilà. Je vais vous dire, le défaut du revenu universel, c'est clair. Hein, c'est que je ne crois pas que beaucoup de Français qui travaillent acceptent le revenu. Ils le refusent, le revenu universel. Pourquoi ? Parce que c'est avoir de l'argent sans travailler. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent en travaillant. Et c'est ça la grande différence entre le revenu universel et le produit social. Le revenu universel, c'est donner de l'argent sans travailler. Le produit social, c'est donner de l'argent C'est en le rêve de travaillant. quelques-uns quand même. Pardon ? Tout à fait. Oui, le revenu universel. Oui, c'est pas tellement revenu cette année parce que Gaspard Koenig n'a pas eu beaucoup de C'est le rêve du succès. monastère, c'est-à-dire l'antilibéralisme le plus complet. Le monastère, c'est un système totalitaire. Chacun est égal, chacun a selon ses besoins et non pas selon ses capacités. C'est pas du tout ça l'État libéral. C'est pas forcément absurde. Qu'il y ait des îlots comme ça, c'est pas absurde. Mais qu'on en fasse un État, ça fonctionne pas. Si tu donnes à tout le monde 500 ou 1000 €, tu supprimes aussi beaucoup d'informatique, beaucoup de gens qui calculent, qui remplacent, qui regardent les formulaires toute la journée. L'idée. On va économiser quoi ? Alors ça, c'est l'écologie, ça. Alors vous avez raison, c'est tout à fait l'écologie. Allez, C'est le dernier thème qu'on voulait aborder. C'est comment créer une écologie libérale. Comment plutôt pas créer, mais favoriser une écologie dans le sens libéral. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est quand même plutôt un peu gauchiste. Tous les gens qui sont dans les partis écologistes sont des sectes, des sous-sectes trotskistes. Enfin, chacun, ça n'a plus rien d'écologique. Alors qu'il faudrait peut-être que l'écologie soit moins idéologique, moins centralisée, pas faire des grosses centrales nucléaires ou des grosses centrales à gaz ou des gros barrages, etc., mais des petites centrales dans les coins qui seraient beaucoup plus faciles disons, à protéger. Peut-être des éoliennes sur le toit de chaque maison, comme ça se fait en Allemagne, des panneaux solaires, des choses comme ça.
Donc je crois que vous avez des propositions assez... Oui, elles ne sont pas tout à fait à ce niveau-là. Je ne suis pas tout à fait à ce niveau-là. Ça s'appelle Non. le débat. C'est un débat. Juste une petite question, j'étais un peu trop au début. Quand vous avez mis Trump à côté de Xi Jinping et des Ah bon pires dictateurs. Ah, moi je suis pas surpris. Et vous pouvez m'expliquer justement, parce que je suis pas économiste. Trump a fait marcher contre le Capitole. Hein. On dirait il a fait... Trump, il serait totalitaire. Ah ben oui, je veux dire, il a quand même encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole pour renverser l'État. Quand même pas... Non, on parle d'économie tout à l'heure. Oui, c'est pas de l'économie. Au niveau économique, il n'y connaît rien. Ouais. Il n'y connaît rien. C'est un battleur de télévision. C'est pas lui l'économie, c'est l'économie Mais américaine. apparemment, l'économie des États-Unis, elle est Non, bien. je ne suis pas tout à fait d'accord non plus là-dessus. Elle est assez bien. Je suis... Trump a mis en place des mesures protectionnistes. Il y a eu une guerre d'ailleurs des douanes Oui. entre l'Europe et les États-Unis. Pas totalitaire. Je sais pas que c'était totalitaire. J'ai dit qu'on a dû taxer les Harley Davidson, il a taxé Roquefort. Je crois que... Je vais dire un mot là-dessus. Juste un mot en disant que je ne suis pas sûr que les États-Unis, ce soit l'exemple parfait du libéralisme. Rien n'est parfait. Hein. Il y a un peu de tout, il y a des mélanges, il y a eu des périodes aussi dans les États-Unis. Hein. Donc on ne faut pas s'arrêter. Et puis Trump est un personnage un peu controversé quand même. Et donc je crois qu'il ne faut pas dissocier non plus Trump des équipes qui travaillaient avec lui. Et il y a un certain nombre de choses. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu en dehors de la vision libérale qu'on peut avoir. Est-ce que Trump est-il un libéral? Je pense que c'est un homme qui est attaché à sa réussite personnelle, comme beaucoup d'autres politiques, mais je ne suis pas sûr qu'il soit attaché à une idéologie libérale ou autre. Hein. Je pense que pour lui, l'important, c'est son succès personnel plus que une réussite générale. Mais pour revenir au sujet je voudrais revenir quand même au sujet de l'écologie en précisant, je dirais, la pensée là-dessus, en disant, je prends des exemples en disant, l'exemple du réchauffement climatique et de la lutte contre le développement du CO2. Je dis, on est là, on est en train de mélanger, on n'a pas de position, on a à la fois des mesures qui sont très faibles, qui ne déboucheront sur pas grand-chose, hein, l'impact là-dessus. On a des mesures qui sont autoritaires, hein, c'est-à-dire qu'en même temps, on a beaucoup de directivité hein, dans les mesures écologiques qui sont prises, et en même temps, peu d'efficacité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va en résulter. Je pense que le réchauffement tel que le prévoient les scientifiques, s'ils ne se sont pas trompés dans leurs calculs, il arrivera parce que les mesures qu'on prend ne correspondent absolument pas à ce qu'ils demandent. Je pense que si on veut avoir une démarche libérale, c'est-à-dire une démarche dans laquelle on n'impose pas aux gens de faire comme ça, marcher comme ça, rouler à 30 à l'heure, désormais, rouler, etc., il faut leur laisser un minimum de liberté. Et que c'est pour ça que je défends, moi, je défends beaucoup la taxe carbone, en disant que le CO2, c'est une nuisance. Il faut pas oublier, je dis c'est une nuisance au niveau du réchauffement climatique, parce que le CO2, c'est quand même ce qui nourrit les plantes. Je dis, si on imposait vraiment la taxe carbone, et qu'on laissait tomber toutes les autres mesures, de ne pas obliger les gens à faire comme si, que les gens isolent leur maison s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, ils ne l'isolent pas, etc. Qu'ils fassent exactement comme ils veulent, simplement ils payent la conséquence. C'est-à-dire ils auront le fuel qui va doubler. Il a déjà doublé, hein, mais il faut savoir que si on veut faire payer le CO2 aux gens, eh ben, c'est 1 euro le litre. Ça veut dire ça coûte 1 euro le litre hein, d'essence. Mais soit on veut effectivement... Pardon ? La responsabilisation, mais excusez-moi, tous ceux qui habitent dans les logements les moins isolés aujourd'hui et qui, quand ils achètent du fuel, chauffent le jardin, c'est pas les gens qui ont des belles maisons à la campagne, c'est les gens qui n'ont pas les moyens de faire leur isolation. C'est pas de si vous n'avez pas une subvention d'isolation, vous n'y arriverez jamais. Oui. C'est pas ça que je dis. Mais si, vous voulez que les gens aient la liberté d'isoler ou pas isoler. Ça n'a pas de sens dans le monde d'aujourd'hui. Si les gens, hein, c'est un problème il y a un problème de choix. Hein. Si les gens isolent,
Alors que de toute façon, c'est pas ça qui va changer leur isolation, leur consommation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On donne des subventions à droite, on donne des subventions à gauche, on donne toute une série de choses, mais il y en a dans tous les sens. Mais au total, je dirais, l'impact que l'on a, je considère qu'il n'est pas optimal. L'impact est optimal à partir du moment où il est mesuré par les gens qui le consomment. Alors qu'il faille aider des gens qui n'ont pas les moyens de payer le fioul à un certain temps, ou qui... Oui, mais c'est un autre problème. Mais qu'ils aient le choix de leur solution, c'est important. Parce que c'est ça qui va faire que ça va orienter les gens. Les gens vont se dire, finalement, je préfère me faire chauffer de telle façon, parce que je fais mes comptes, je regarde comment c'est, etc. Et je le fais parce que compte tenu du coût de la taxe carbone, c'est-à-dire du coût réel sur l'économie, je prends la décision qui est la plus optimale en fonction de mes intérêts propres. Le marché carbone. Eh bien, le marché du carbone, c'est un échec total. C'est un échec total parce qu'on s'est trompé, parce que, on a fait des quotas, c'est-à-dire des quotas gratuits du carbone, et donc à partir du moment où c'est gratuit, c'est un marché qui ne sert que les financiers qui l'ont mis en place. C'est une absurdité totale. Il faut que le prix des énergies corresponde à la réalité environnementale. Et effectivement, s'il faut rajouter la taxe carbone, il ne faut pas oublier chez EDF et dans l'énergie nucléaire de rajouter les déchets non traités, de rajouter le risque Tchernobyl qui existe, même si je suis d'accord qu'il faut rajouter ce prix quelque part dans le prix. Parce que si on n'en tient pas compte, eh ben, je dirais notre choix quelque part, il n'est pas sain, il n'est pas... J'étais directeur des études, directeur des laboratoires d'essai de Framatome dans les années 80. Framatome a construit toutes les centrales nucléaires de France. À l'époque, aujourd'hui, on parle des problèmes de l'EPR, qui n'arrivent pas à se construire, qui n'arrivent pas à se finaliser, etc. Mais à l'époque, dans les années 70-80, la France construisait des centrales nucléaires comme des poufins. En série. Il n'y avait aucune incertitude. Il y avait juste adapté au site en fonction des rivières, de la mer. Mais on était admirés pour ça, parce qu'on avait une filière nucléaire. Alors bien sûr qu'il y a des risques nucléaires, mais pour autant que je sache, ils étaient calculés aussi largement possible. Notamment, on a fait des essais, non pas des essais, mais des simulations de 747 s'écrasant sur une centrale nucléaire. Ça devait tenir. Ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Je ne devrais pas essayer. Mais néanmoins, il faut savoir que la France était admirée sur l'industrie nucléaire. Bien sûr. Je sais, et à l'époque, on disait les centrales avaient 30 ans. On essaie de conclure. À l'époque, en 84, j'étais relativement... Ah oui, à 1h15, c'est bien. Donc ça commence à... Donc, il faut savoir qu'on a laissé se déliter cette filière au niveau des compétences. Nous, les problèmes de maintenance qu'on a aujourd'hui, et il suffit de reformer des gens, de reformer des filières, et ça reviendra. Il faut raconter une autre anecdote. Au niveau de mon bac plus 60, j'ai quand même passé la moitié de ma vie dans l'industrie. Et c'est ce que je voulais dire là quand on parle de relancer l'économie. Je ne suis pas économiste, hein, donc je ne me mêle pas du débat. Mais par contre, moi, j'ai un mot pour dire industrie. Ou alors 3 mots, industrie, industrie, industrie. J'ai passé la moitié de ma vie dans l'industrie. Et j'ai eu la très grande chance d'être dans une PMI dans les années 70, dont les patrons, à l'époque, il n'y avait pas autant de subventions qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même pour la recherche. Et moi, j'étais directeur de la recherche. Et il y avait une subvention très connue, dont j'ai oublié le nom, qui était remboursable en cas de succès. Et naturellement, toutes les entreprises faisaient tout pour démontrer qu'elles avaient échoué, pour garder la subvention. Et moi, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Adré Électronique, et qui serait deux pas cher aujourd'hui si on avait été aux États-Unis. Et c'était la première, je pense la seule, à avoir dit on a réussi, on rembourse la subvention. Alors, je crois que... Au monde d'aujourd'hui, j'avoue que j'entends parler de subvention par-ci, de subvention par-là. Je suis un peu du... C'est une très belle conclusion, je crois. C'est-à-dire, c'est le libéralisme, c'est surtout les entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui prennent des initiatives. Ça peut être aussi à l'éducation nationale ou dans l'écologie, dans les municipalités. C'est pas uniquement l'entreprise économique telle qu'on le conçoit. Mais donc, c'est une belle conclusion et je crois qu'on va arrêter là parce que ça fait déjà plus d'1 heure et demie, 1h15 que l'on parle et c'est le moment de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Donc vous avez le développement ici sur cette idée libérale. On attend.